Ton rôle, c'est de payer. Le nôtre, c'est de profiter. A dit mon frère, en me glissant l'addition du restaurant, d'un montant de $9 400, pour 22 personnes. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, je suis allé voir la gérante, j'ai payé uniquement pour ma table, 2 personnes, $180, puis je suis revenu, je me suis assis, et j'ai resservi de l'eau. Quand le serveur a apporté le reste de l'addition, soit $9 220, à l'autre bout de la table, devant mon frère, à 22h47. Mon frère, Derek, a dit cela avec un sourire si large que les veines de mon cou se sont contractées. Puis, il a fait glisser le porte-addition en cuir à travers les 22 verres à vin, les 3 corbeilles à pain renversées, et un véritable champ de bataille de steak à moitié mangé, jusqu'à ce qu'il s'arrête, pile devant moi. Son poids semblait absurde, pour seulement quelques feuilles de papier. Je l'ai ouvert. 9004 cents et 17 cents. Pendant une seconde, ces chiffres ne voulaient rien dire. Ce n'était que des formes, de l'encre noire, une police de caractère de restaurant. Puis, mon cerveau a assimilé l'information, et une vague de chaleur m'a monté au visage si vite que j'ai cru, un instant, que j'allais m'évanouir. Sur place. Autour de nous, ma famille riait encore. Ma mère a tamponné son rouge à lèvres avec une serviette, puis a dit, « Norman, ne fais pas cette tête. Tu gagnes de l'argent de la télévision. » Ma tante a poussé l'un de ses petits rires secs, qui ressemblait toujours au craquement d'une allumette. Honnêtement, c'est ce qui arrive, quand un enfant réussit. À l'autre bout du salon privé, ma cousine Léa a levé sa flûte de champagne, puis a ajouté. Allez. Oncle Victor a dit que c'était une fête. Ne gâche pas tout, en faisant ton drame. Derek s'est adossé à sa chaise, la cravate desserrée, sa montre de luxe accrochant la faible lumière ambrée. Il avait déjà commandé la 3e bouteille de Barolo, avant même que les entrées ne soient débarrassées. Évidemment. Derek dépensait toujours l'argent comme s'il cherchait à prouver quelque chose. Il a tapoté le porte-addition du bout du doigt. « Détends-toi » a-t-il dit. « Tu es le visage de la chaîne 8. Tu lis des mauvaises nouvelles pour gagner ta vie. Ce soir, tu peux être une bonne nouvelle pour ta famille. » Quelques personnes ont ri de plus belle. J'ai balayé la table du regard. 22 personnes. Ma mère, mon père, Derek et sa femme Mallory, 2 tantes, 3 oncles, 7 cousins, 2 amis de la famille qui débarquaient mystérieusement des Kili. Avaient à manger gratuitement, le voisin de ma grand-mère, et même Brent, le partenaire de golf de Derek. Un homme que j'avais rencontré exactement une fois. Et que j'avais pris en grippe immédiatement. Ils avaient commandé comme s'ils avaient une caméra cachée dans les lustres, et qu'ils étaient jugés sur leur extravagance. Un plateau de fruits de mer crus, des huîtres que personne n'a fini, du wagyu, des accompagnements à la truffe, 4 desserts pour la table. À peine touché, du brandy, du porto, et 2 bouteilles d'un vin français que le sommelier avait dû aller déverrouiller. Et maintenant, ils me regardaient tous. Pas avec gratitude, ni même avec gêne. Mais avec de l'attente. Cette vieille attente familière. Celle sous laquelle j'avais grandi. Celle qui dit, tu es utile, donc tu nous dois quelque chose. J'ai dégluti, et j'ai entendu ma propre voix sortir, fragile. Je croyais que ce dîner était pour le départ à la retraite d'oncle Victor. C'est le cas, a dit mon père. Il l'a dit sans me regarder, en continuant de couper la dernière bouchée d'agneau dans son assiette, en petits carrés. Parfait. Et c'est toi qui paies. Je l'ai fixé du regard. Personne n'a dit que je payais pour 22 personnes. Derek a ricané. Personne n'a dit le contraire. Puis il s'est penché en avant, et a baissé la voix juste assez pour la rendre cruelle, plutôt que forte. Ne commence pas à compter les centimes maintenant, Norman. C'est embarrassant. Ce mot a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Embarrassant. Comme si le problème, c'était moi.
Pas l'addition, pas le piège, pas le fait que mon frère ait invité des personnes supplémentaires à un dîner de départ à la retraite où l'on m'avait promis la seule famille proche. Ni les 3 toasts distincts qu'il avait portés en faisant allusion à la chance qu'avait la famille d'avoir son propre distributeur de billets en costume sur mesure. Non, le problème, c'était moi. Pour avoir hésité, je sentais tous les regards peser sur moi. Je sentais la sueur au bas de ma colonne vertébrale, sous ma chemise habillée. Mon pouls battait si fort à mes tempes que les contours de la pièce en devenaient flous. J'avais été en direct à la télévision pendant des soirées d'élection, des feux de forêt, des licenciements massifs, et des blizzards qui avalaient la moitié de la ville. J'avais lu des informations de dernière minute pendant que des producteurs me criaient dans l'oreillette, et que des compteurs à rebours rouge clignotaient devant moi. Mais curieusement, cette table, ma propre famille sous les lumières tamisées du restaurant, me faisait me sentir plus petit que n'importe quel plateau télé ne l'avait jamais fait. J'ai refermé le porte-addition avec précaution, puis j'ai souri. Pas parce que j'étais calme, mais parce que je savais que si j'ouvrais la bouche à ce moment-là, je dirais quelque chose qui laisserait des traces indélébiles. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit. Derek a levé son verre vers moi, dans un toast moqueur. Prends ton temps. Pleure peut-être là où personne ne peut te filmer. Rire à nouveau. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, et je suis parti avec autant de sang-froid que j'ai pu en arracher à l'humiliation qui me remontait dans la gorge. Le salon privé donnait sur un couloir plus calme, bordé de photographies en noir et blanc, encadrées représentant d'anciennes rues de la ville. Mes chaussures s'enfonçaient dans une moquette épaisse. L'air sentait le bois ciré, les agrumes, et le beurre haut de gamme. Je ne suis pas allé aux toilettes. Je suis allé directement au comptoir d'accueil. La gérante était une femme d'une 40aine d'années, aux pommettes saillantes, portant un chignon foncé parfait. Elle était déjà venue vérifier notre table 2 fois, et les 2 fois, j'avais remarqué le regard dans ses yeux. Professionnelle, attentive. Le regard de quelqu'un qui savait exactement à quel bout de la table se trouvait le problème. Excusez-moi, ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi. Bien sûr, monsieur. Tout va bien? J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la salle, puis j'ai baissé la voix. Oui et non. Je dois séparer mon addition. Calme et posé. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de compréhension s'allumer dans ses yeux. Tout à fait. Ma table comptait 2 personnes, ai-je dit. Moi et mon invité. Nous avons pris le flétan, un verre de pinot, un soda, et une panna cotta à partager. Elle a hoché la tête une fois. Cela fait $180. J'ai sorti ma carte. Ma main était plus stable, désormais. Encaissé. Maintenant, ai-je dit. Et quand le reste de l'addition sera apporté, veuillez le déposer à l'autre bout de la table, devant mon frère. Un coin de sa bouche s'est à peine étiré. C'est compris. Le terminal de paiement a bourdonné. J'ai signé, j'ai ajouté un pourboire généreux, non pas par générosité, mais parce que personne travaillant dans ce restaurant ne méritait d'être piégé dans le bazar de ma famille sans une prime de risque. Quand elle m'a rendu le reçu, je l'ai plié en 2, puis glissé dans ma poche intérieure. Merci, ai-je dit. Souhaitez-vous que je reste à proximité lorsque le reste de l'addition sera présenté? A-t-elle demandé. J'ai pensé au visage de Derek, à la voix de ma mère, et à mon père qui faisait semblant de ne rien voir. De ce qu'il ne voulait pas gérer. Oui, ai-je répondu. Ce serait une bonne idée. Puis je suis retourné à la table. Je suis entré dans la pièce avec la même expression neutre que j'utilisais à l'antenne pour lire le nombre de victimes. Je me suis assis, j'ai pris la carafe d'eau, et je me suis resservi à boire. Les glaçons ont teinté doucement contre le verre.
Personne n'a rien remarqué au début. Derek était occupé à parler à Bren d'un séjour de golf en Arizona, que ni l'un ni l'autre ne pouvait s'offrir sans que quelqu'un d'autre ne paie la note. Ma mère chuchotait avec tante Célia. Mon père a enfin terminé la dernière bouchée de son assiette, puis a posé son couteau, comme si la soirée se déroulait exactement comme il l'avait prévu. À côté de moi, mon invité, Lena, m'observait sans parler. Lena n'était pas ma petite amie, même si ma famille avait passé la soirée à essayer de la faire entrer dans le rôle qui les amusait le plus. Elle était ma productrice, ma meilleure amie, et la seule raison pour laquelle j'étais venu. Lorsque Derek avait appelé 3 semaines plus tôt, disant qu'oncle Victor voulait un bon dîner de famille avant de prendre sa retraite en Floride, j'avais dit non. Lena était avec moi dans la régie pendant cet appel, le sourcil levé, en écoutant ma partie de la conversation. N'y va pas seul, avait-elle dit après. Que j'ai raccroché. Alors, je n'y étais pas allé seul. Maintenant, sous la table, sa main a touché mon poignet pendant une seconde. Une question, ai-je répondu d'un très léger signe de tête. Attends. Le serveur est revenu à 22. H47 très précise. Je connais l'heure exacte, parce qu'un présentateur du JT remarque les horloges. Comme les autres hommes remarquent les sorties de secours. Il y en avait une en laiton au-dessus de la cave à vin, en face de notre table. Et quand le serveur s'est approché, le porte-addition noir à la main, la grande aiguille était bien droite, et la petite effleurait à peine le chiffre 11. Il s'est arrêté à côté de Derek, pas de moi. Derek n'a rien remarqué au début. Il était en train de rire. Puis, le serveur a posé le porte-addition près de son assiette, et a dit d'une voix claire et professionnelle, « Quand vous serez prêt, monsieur, le solde restant est de 9 220 $ et 17 cents. » Le silence. Il a été immédiat, violent, si complet que je pouvais entendre la petite bougie au centre de la table grésiller. Derek a cligné des yeux en regardant le dossier, puis le serveur, et enfin, lentement, comme une mécanique rouillée qui se remet en marche, il m'a regardé. « C'est quoi ça ?» J'ai levé mon verre d'eau, et j'en ai pris une gorgée. Ma part, ai-je dit, a déjà été réglée. Son visage s'est vidé de son sang. Puis a rougi si fort que ses oreilles sont devenues cramoisies. De quoi tu parles ? J'ai payé pour ma table. Ai-je répondu. 2 personnes, 180 $. La bouche de ma mère s'est ouverte de stupeur. Mallory s'est redressé sur sa chaise. Norman, arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Mon père a eu un rire bref et incrédule. Ne sois pas ridicule. J'ai posé mon verre, très délicatement. Non, ai-je dit. Ce qui est ridicule, c'est d'inviter 22 personnes dans un restaurant où même le beurre a un accent chic, et de supposer que je vais tout payer. Simplement parce que je travaille devant une caméra. En face de moi, tante Célia semblait horrifiée, non pas par le piège tendu, mais par le fait que les choses ne se passaient plus comme prévu. Derek a repoussé le porte-addition vers le centre de la table, comme si la distance physique pouvait changer le chiffre imprimé à l'intérieur. C'était ton dîner. C'était le dîner d'oncle Victor, ai-je dit. C'est ce que vous m'avez dit. Oncle Victor, qui avait passé la majeure partie de la soirée à sourire à son verre de scotch en évitant les tirs croisés, a enfin pris la parole. Attendez. 1 minute. Non, ai-je dit en me tournant vers lui. Avec tout le respect que je vous dois, oncle Victor, attendre 1 minute, c'est ce que je fais depuis des années. Ma mère a pété les plombs la première. Oh, le voilà, a-t-elle dit, la voix tranchante comme du verre brisé. Le martyr. Je le savais. Je savais que tu allais faire ça. Tu ne peux jamais être généreux. Sans en faire tout un spectacle. Je l'ai fixé. Généreux. Ai-je répété. Vous m'avez piégé. Ses narines se sont dilatées.
Ne prends pas ce ton avec moi. Derek a frappé la table du plat de la main, suffisamment fort pour faire teinter les couverts. Tu penses que tu peux m'humilier devant tout le monde? J'ai failli rire. L'audace de sa remarque était sidérante. Tu t'es humilié tout seul, ai-je dit. Tu m'as dit, et je cite, ton rôle, c'est de payer. Le nôtre, c'est de profiter. Brent s'est trémoussé sur sa chaise, trouvant soudainement la nappe fascinante. Léa a murmuré, mon Dieu. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille s'était appuyée sur un fait très simple. J'allais encaisser le coup. J'allais ravaler l'insulte. J'allais calmer le jeu. J'allais payer, m'excuser, arrondir les angles, rationaliser, revenir, et recommencer. Pas ce soir. Puisque nous sommes tous directs, ai-je dit, en les regardant tour à tour, parlons franchement. Mon père s'est adossé, en croisant les bras. Attitude défensive. Il se réfugiait déjà dans cette expression froide qu'il arborait chaque fois que la réalité devenait dérangeante. Ça promet, a-t-il marmonné. J'ai glissé là. En dedans ma veste, et j'ai sorti mon téléphone. Derek l'a vu et a ricané. Quoi? Tu vas nous enregistrer maintenant? Nous passer au JT? Non, ai-je dit. Je vais simplement vous rappeler à tous que je garde les preuves. Léna n'avait toujours pas parlé, mais à côté de moi, je l'ai senti se redresser. Comme si elle venait de voir le voyant rouge de la caméra du studio s'allumer. J'ai ouvert un dossier sur mon téléphone. Des captures d'écran, des virements bancaires, des messages. Des années de traces. Je n'avais jamais planifié cette scène exacte, mais quelque part en chemin, après trop de petits services et trop de perte de mémoire sélective de la part des gens qui m'avaient élevé, j'avais commencé à tout documenter. Au début, c'était pour me rassurer, et me prouver que je n'inventais rien. Plus tard, c'est parce que je savais qu'un jour, j'aurais besoin de preuves. J'ai tourné le téléphone pour que Derek puisse voir. Ça, ai-je dit, c'est le virement d'août dernier. 4000 $. Celui que tu as appelé un prêt à court terme parce que ton compte professionnel était bloqué. Tu avais promis de me rembourser en 2 semaines. Sa mâchoire s'est crispée. C'est entre nous. Apparemment non, ai-je répondu, en balayant la table du regard, puisque vous semblez tous penser que je suis votre fonds d'urgence sur pattes. J'ai fait glisser l'écran. Ça, c'est maman qui me demande 1200 $ pour la réparation du toit. Ma mère s'est redressée d'un coup. Parce que la famille s'entraide. J'ai encore fait glisser l'écran. Ça, c'est papa qui me demande 3000 $ pour des frais d'avocat lors du problème de zonage. Il a rougi. Je te les ai remboursés. Tu as remboursé 1000 $. J'ai fait glisser l'écran à nouveau. Ça, c'est Mallory qui m'envoie un SMS pour me dire que Derek était trop fier pour demander, mais que la compte de l'école des jumeaux était due. Le visage de Mallory s'est décomposé, en proie à la panique. Norman, s'il te plaît. Non, ai-je dit. Plus de s'il te plaît. Plus de plus tard. Plus de tu sais comment est ton frère. Plus de ne le dis pas à ton père. Plus de ne contrarie pas ta mère. Plus de la famille, c'est le sacrifice. Quand, curieusement, le sacrifice est toujours le mien. La table était devenue totalement silencieuse. Même les 2 amis de la famille semblaient vouloir s'évaporer dans le papier peint. Ma voix restait calme. C'était la partie là plus étrange. À l'intérieur, j'étais tout en étincelles, en sang, et en vieux débris. Mais à l'extérieur, des années de présentation du JT m'avaient entraîné à annoncer la dévastation d'un ton mesuré. J'ai payé pour le problème fiscal de Derek, l'avocat de papa, la franchise chirurgicale de maman, la transmission de
La voiture de tante Célia, les livres de cours de Léa, et le premier acompte du déménagement d'oncle Victor en Floride. Oncle Victor a cligné des yeux. Tu as dit que tu étais heureux d'aider. Je l'étais, ai-je dit. Jusqu'à ce que l'aide devienne une obligation. Jusqu'à ce que la gratitude devienne un dû. Jusqu'à ce soir. Derek a regardé autour de la table. Désespérément en quête de soutien. Vous le laissez vraiment faire ça? Ma mère a retrouvé sa voix. Espèce de garçon ingrat. Ce mot a frappé un endroit. Très ancien. Garçon. Pas homme. Pas fille. Garçon. L'enfant défectueux. Celui qui devait. Celui qui devait être reconnaissant d'être utilisé, parce qu'au moins, cela voulait dire qu'il valait quelque chose. Je me suis tourné entièrement vers elle. Quand j'ai obtenu mon premier stage, ai-je dit, tu m'as dit de ne pas trop m'emballer, parce que la télévision était instable, et que je serais probablement de retour à la maison dans 6 mois. Elle a ouvert la bouche. Mais j'ai continué. Quand j'ai eu mon premier poste de présentateur, tu as demandé s'il m'avait choisi parce que ma voix semblait assez digne de confiance pour une période de récession. Quand j'ai acheté mon appartement, tu as dit que c'était égoïste de ne pas avoir d'abord co-signé le prêt d'extension de Derek. Quand j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent, chaque dîner de famille finissait, d'une manière ou d'une autre, avec une addition qui glissait vers moi. J'ai regardé mon père. Tu m'as dit qu'un fils qui réussit rembourse ses parents. Puis j'ai regardé Derek. Tu m'as dit que j'étais inutile, avant que la télévision ne me donne de la valeur. Et ensuite, autour de cette table, vous vous êtes tous installés confortablement. Pour profiter de la version utile de moi-même, tout en continuant à me parler. Comme si j'étais l'inutile. Personne n'a bougé. Léna a enfin parlé, sa voix était douce, mais elle tranchait nettement dans la pièce. Il a raison. Ma mère s'est retournée brusquement vers elle. C'est une affaire de famille. Léna a soutenu son regard sans ciller. Non, c'est des années de harcèlement dissimulé derrière une carte des desserts. Tante Célia a émis un bruit d'incompréhension offensée. Derek s'est tourné vers la gérante, qui était en effet restée en vue près de la porte, puis a aboyé, nous avons besoin d'une minute de plus. Elle n'a pas bougé. Bien sûr, monsieur. Mais elle est restée exactement là où elle était. Une femme intelligente. Mon père s'est penché en avant, en baissant la voix pour tenter de faire preuve d'autorité. Norman, ça suffit. Range ce téléphone, et paie l'addition. Et voilà. Pas d'excuses, pas de déni, pas de honte, juste un ordre. J'ai senti quelque chose devenir froid et net en moi. Non, ai-je dit. Un seul mot. Il a transformé l'atmosphère de la pièce. Derek a carrément ri d'incrédulité. Tu ne peux pas juste nous laisser avec ça. J'ai déjà payé ma part. Tu as invité Léna, et j'ai payé pour Léna. Voici ta famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors peut-être, ai-je dit, que pour la première fois de ta vie, tu vas avoir le plaisir de régler la note. Pour quelque chose que tu as organisé toi-même. Il s'est levé d'un bond à demi. De sa chaise. Espèce de pharisee. Assieds-toi. Lui a sifflé Mallory, en lui attrapant la manche, parce que désormais, la réalité s'imposait. Il n'y aurait pas de sauvetage, pas d'adoucissement, pas de Norman Vincent. Occupé, pas de vieux réflexes à exploiter. Juste une addition, une énorme addition, monstrueuse et incontestable, et les gens qui l'avaient créée. Léa a murmuré, je peux payer ma part. L'un des oncles a marmonné, pareil. Brent avait l'air sincèrement nauséeux. Parfait. La panique s'est propagée. Rapidement après cela, comme une fissure qui file sur de la glace. Attends, tu as commandé pour combien?
Je croyais que c'était Derek qui payait. Non, je croyais que c'était Norman. Eh bien, je n'aurais pas pris la réserve spéciale si. Excuse-moi. Comment ça tu croyais? C'est absurde. Maman, tu es sérieuse là? Derek, tu avais dit. Les voix se superposaient. Les chaises grinçaient. Les serviettes tombaient. Quelqu'un a renversé un verre d'eau. La machine familiale, si bien huilée lorsqu'elle se nourrissait de moi, a commencé à se dévorer elle-même. Ma mère a pointé un doigt tremblant vers moi. Si tu pars maintenant, ce n'est même pas la peine de revenir. Je me suis levé. Les pieds de la chaise ont fait un petit bruit net sur le sol. Puis, j'ai dit la chose que j'aurais dû dire des années plus tôt. Je ne suis jamais vraiment revenu, lui ai-je dit. Elle s'est figée. Peut-être parce que je l'ai dit doucement. Peut-être parce que c'était vrai. J'ai pris mon manteau. Lena s'est levée avec moi. Le visage de Derek avait pris la couleur marbrée des vieux bleus. Tu te crois meilleur que nous, maintenant? Cette question, la préférée de la famille, le dernier refuge des gens incapables de défendre ce qu'ils sont. Je les regardai pendant un long moment. Puis j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. J'ai simplement arrêté d'accepter d'être inférieur. Et ce fut le moment où tout a volé en éclats. Parce que soudain, personne à cette table n'avait plus affaire à un petit frère docile, à un fils dévoué, à un portefeuille bien pratique, ni à l'homme élégant qu'ils pouvaient exhiber quand cela les arrangeait d'être associés au succès. Ils avaient affaire à moi. La version de moi-même qu'ils avaient le plus essayé d'empêcher d'exister. Norman Hale, 41 ans. Présentateur du JT du soir, la voix posée, l'air calme. Fiable à la caméra, élevé dans une famille qui lui avait appris que l'amour était une dette, et que l'utilité était plus sûre que la dignité. Et maintenant, debout, dans une pièce remplie de gens qui avaient pris sa patience pour de la soumission. Mon père s'est levé aussi, mais plus lentement, portant toute la raideur de l'âge et de l'orgueil. Tu fais une erreur. J'ai glissé mes bras dans mon manteau. Non, ai-je répondu. L'erreur, c'était de laisser cela durer. Pendant 15 ans. Puis Lena et moi sommes sortis. Derrière nous, la voix de ma mère nous a suivis, comme du verre brisé, égoïste. Puis celle de Derek. Lâche. Puis une demi-douzaine d'autres, parlant tout en même temps, se précipitant. Pour rejeter la faute sur les autres, avant que l'addition ne retombe sur l'un d'entre eux. La gérante nous a ouvert elle-même la porte du couloir. Alors que nous sortions, je l'ai entendu dire, avec un calme parfait, mesdames et messieurs, je peux diviser le solde restant par couvert, si vous le souhaitez. J'ai failli sourire. Dans l'ascenseur, la porte a glissé, et le bruit a disparu. Juste comme ça. Le silence. Des parois miroitantes et lumineuses. Une musique douce. Mon propre reflet qui me fixait. La cravate droite, l'expression calme, les yeux brûlants. Pendant une terrible seconde, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Pas de regret. Mais sous le coup de l'effort pour me maintenir debout pendant tout ce temps. Lena a touché mon bras. Tu vas bien? J'ai laissé échapper un soupir qui semblait être resté bloqué en moi depuis l'enfance. Non, ai-je dit. Puis, après un moment, mais peut-être plus en paix que je ne l'ai jamais été. L'ascenseur descendait. Les numéros des étages défilaient un par un. 10, 9, 8. Tu sais, a dit Lena. C'était l'exécution publique la plus calme que j'ai jamais vue. Cela m'a arraché un rire. Un vrai. Bref, rauque, presque incrédule. Lorsque les portes se sont ouvertes sur le hall, l'air frais m'a frappé le visage comme une nouvelle vie. Dehors, la ville était trempée par la pluie récente. Les
Lampadaire étalait des traînées d'or sur le trottoir. Le trafic glissait dans un chuintement. Quelque part au bout de la rue, quelqu'un riait. Pas cruellement, pas de façon théâtrale, juste en riant parce que la nuit était vivante et en mouvement. Nous nous sommes avancés sous le store. Pendant une minute, aucun de nous n'a rien dit. Je pensais que je ressentirais de la culpabilité. J'avais été formé à ressentir de la culpabilité. La religion familiale reposait là-dessus. Au lieu de cela, j'ai ressenti de l'espace. Un espace brut, un espace effrayant, un espace pour respirer. Mon téléphone a vibré avant même que nous n'atteignions le trottoir. Maman. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis papa, puis Derek, puis une avalanche de messages. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as humilié maman. Rappelle-moi tout de suite. Tu nous as abandonnés. Incroyable. Léna a jeté un coup d'œil à l'écran. Tu n'es pas obligé de répondre. J'ai regardé la ville, qui se reflétait dans les vitres noires de l'immeuble d'en face. Non, ai-je dit. Je n'y suis vraiment pas obligé. J'ai mis le téléphone en sourdine. Nous avons commencé à marcher. Non pas parce que nous le devions, mais parce que le mouvement semblait soudainement possible. Au milieu du pâté de maison, Léna a dit, « Est-ce que je peux te dire quelque chose que j'ai envie de te dire? Depuis 2 ans. De toute façon, tu le fais toujours. » Elle a eu un léger sourire. C'est vrai, mais là, c'est important. J'ai mis mes mains dans les poches de mon manteau, puis je l'ai regardé. Elle a dit, chaque soir, avant le direct, tu rappelles aux jeunes reporters de ralentir, de respirer, et de faire confiance à ce qu'ils savent. Mais hors caméra, chaque fois que ta famille appelle, tu te transformes en un homme qui demande la permission d'exister. Les mots ont fait mal, parce qu'il était exact. Je sais, ai-je répondu, tu n'as jamais été le problème là-dedans. L'eau de pluie égouttait du bord de l'auvent derrière nous. Un taxi a roulé à côté de nous, laissant échapper une bouffée de musique par sa fenêtre ouverte. Quelque part au-dessus de nous, dans l'une des tours éclairées. Quelqu'un a fermé un store et a disparu. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Ça aussi, ai-je dit. Et c'était vrai. Peut-être le savais-je depuis un certain temps. Mais le savoir intérieurement est une chose. Dire non à haute voix, sous la pression, avec des témoins, cela change la structure même de ce que l'on est. Au cours des 48 heures suivantes, ma famille a essayé toutes les stratégies possibles. D'abord l'indignation, puis la culpabilité, puis la réécriture des faits. Dès le lendemain matin, ma mère m'avait envoyé un message de 6 paragraphes, m'expliquant à quel point elle était blessée que j'ai préféré le spectacle à la générosité. Mon père m'a laissé un message vocal, disant que j'avais géré un malentendu familial avec une immaturité inacceptable. Derek a envoyé une note vocale truffée d'insultes, puis une autre sur un ton plus doux, et enfin une troisième affirmant que j'avais mis Mallory dans une situation financière terrible. Comme si Mallory n'avait pas porté un toast joyeux à mon nom lorsque le homard était arrivé. Tante Félicia m'a envoyé un SMS pour me dire que la famille ne devrait jamais compter les points. Celui-là m'a presque fait m'étouffer avec mon café. La famille ne devrait jamais compter les points, apparemment, sauf si le score est définitivement défavorable à la même personne. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ni ce jour-là, ni le lendemain. À la place. Je suis allé travailler. À 17h12, le pinceau de maquillage sous la mâchoire. Les projecteurs du studio chauffant mon front, je me suis assis derrière le bureau du présentateur, et j'ai lu la première ligne du journal du soir, comme si ma vie n'avait pas volé en éclats dans un salon privé moins de 20 heures plus tôt. C'est la chose étrange avec ma profession. Le monde peut s'effondrer à l'intérieur de vous, et pourtant, le voyant rouge s'allume toujours.
On continue de respirer. On continue de parler. Pendant la pause publicitaire, Léna se tenait juste hors champ, son bloc-notes serré contre la poitrine, et m'a fait le plus petit des signes de tête. Reste concentré. Je lui en ai rendu un. Après la diffusion, Simon, notre spécialiste météo, m'a rattrapé près de la machine à café et m'a dit « Tu as l'air différent ». Je me suis préparé à une marque de soulagement ou d'inquiétude. Il a plutôt souri. Moins hanté. J'ai ri. La nouvelle avait dû voyager plus loin que je ne le pensais, car 2 jours plus tard, Léa m'a envoyé un message en privé. Je suis désolé. Puis un autre message, je ne savais pas que Derek avait dit à tout le monde que tu avais accepté de tout payer. Puis, 1 minute plus tard, aussi, pour ce que ça vaut, la moitié de la table a dû lui faire un virement ce soir-là. Brent est parti plus tôt, en prétendant qu'il avait un problème de voiture. J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai ri si fort que j'ai dû poser mon téléphone. Parce que, bien sûr, évidemment, Derek avait raconté à tout le monde que j'avais accepté. Évidemment, il avait monté toute la soirée en partant du principe que mon refus était moins probable que sa propre humiliation. Évidemment, quand cela a échoué, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi ont soudainement découvert qu'elles avaient un portefeuille. Ce week-end-là, oncle Victor a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais je l'ai fait. Sa voix semblait plus vieille qu'au restaurant. Norman. Oncle Victor. Une pause. Je te dois des excuses. Je me suis assis sur mon balcon, en regardant la ville. La soirée était fraîche. Quelque part en bas, une sirène résonnait dans les avenues. Oui, ai-je répondu. Il a poussé un soupir. J'aurais dû arrêter ce dîner avant d'en arriver là. Je savais que Derek restait vague sur la liste des invités. Je me suis dit que ça s'arrangerait tout seul. C'est le cas, ai-je dit. Il a émis un petit rire amer. Ta mère est furieuse contre moi aussi, si ça peut t'aider. Ça n'aide pas. Une autre pause, puis tout bas, tu avais raison. Cela comptait plus que je ne voulais l'admettre. Pas parce que cela réparait quoi que ce soit. Ce n'était pas le cas. Mais parce que dans des familles comme la mienne, la vérité est souvent traitée comme de l'impolitesse, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la dise à haute voix. Je pars en retraite en Floride le mois prochain, a-t-il dit. Et pour une fois, j'aimerais partir sans faire semblant de ne pas savoir ce qu'est cette famille. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qu'elle est? Ai-je demandé. Il a répondu sans hésiter. Un système construit autour des désirs de ton frère, et du déni de ta mère. J'ai failli sourire. C'est exact, ai-je répondu. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes. Pas assez pour effacer le passé. Suffisamment pour dire la vérité. Après cela, quelque chose de subtil a changé. Pas chez eux, mais chez moi. J'ai arrêté de répondre aux messages d'urgence qui commençaient par « Est-ce que tu peux ?» Juste. J'ai arrêté d'envoyer des cadeaux d'anniversaire à des gens qui ne se souvenaient de mon existence que lorsque le loyer était dû. J'ai arrêté d'aller à des dîners où le simple placement à table me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai totalement bloqué Derek, après qu'il m'a laissé un message vocal me traitant de radin, d'agri et d'imbu de sa personne à cause de la télé. Ma mère a tenu 2 semaines de plus, avant que je ne la bloque elle aussi. Après qu'elle m'a écrit qu'aucune femme ne resterait avec un homme qui humilie sa famille pour de l'argent. Celui-là, je l'ai transféré à Léna en premier. Elle m'a répondu, charmant. Bloque-la. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et dans le calme qui a suivi, ma vie a pris de l'ampleur. Elle n'est pas devenue plus bruyante, elle est devenue plus vaste. J'ai commencé à dire oui à des
Chose que je refusais d'ordinaire par épuisement ou par obligation familiale. Des week-ends en voyage, des dîners entre collègues, des dimanches matins sans. L'angoisse du téléphone. J'ai acheté du meilleur café. J'ai lu des livres sans regarder mes messages toutes les 10 pages. J'ai pris une semaine entière de vacances pour la première fois depuis des années, et je suis parti dans le nord, dans une auberge au bord d'un lac, où personne ne connaissait mon nom, ni par la télévision, ni par obligation. Un soir, là-bas, assis sur un ponton avec une couverture en laine sur les épaules, alors que le ciel devenait couleur cuivre au-dessus de l'eau, j'ai réalisé quelque chose de presque embarrassant de simplicité. La paix n'est pas spectaculaire. Après une vie entière passée sous des tempêtes émotionnelles, je m'attendais à ce que la liberté ressemble à un feu d'artifice. Au lieu de cela, c'était le simple fait de ne plus sursauter quand mon téléphone vibrait. Manger un dîner sans m'attendre à une exigence. Payer pour un seul repas, et savoir exactement à qui il appartenait. Léna m'a rendu visite le dernier jour de ce voyage. Elle a apporté d'horribles gâteaux de station-service, et un dossier de notes. Pour l'émission qu'elle a juré de ne pas me faire réviser. Nous sommes restés assis au bord de l'eau jusqu'à la tombée de la nuit. À un moment donné, elle a demandé « Est-ce qu'il te manque ?» J'y ai réfléchi attentivement. L'idée que je me faisais d'eux, ai-je répondu. Parfois. Elle a hoché la tête. Elle comprenait la nuance. Parce que le deuil le plus difficile n'est souvent pas de perdre ce que l'on avait. C'est d'accepter ce que l'on n'a jamais eu. Une famille qui me voyait tel que j'étais. Une mère fière sans aucun calcul. Un frère qui m'aimait sans entrer en compétition. Un père qui intervenait avant que la pièce ne devienne cruelle. Ces choses faisaient encore mal. Probablement pour toujours. Mais désormais, cette douleur avait des contours, une forme, une honnêteté. Elle ne dirigeait plus ma vie depuis l'arrière-plan, comme un parasite invisible. Des mois plus tard, l'histoire du dîner fait encore surface de temps en temps. De manière étrange. Léa a quitté l'entreprise de Derek, après avoir découvert qu'il avait emprunté sur des comptes joints, en appelant cela de la restructuration. Mallory a déménagé avec les jumeaux pendant un certain temps. Mon père, d'après oncle Victor, est fatigué d'une manière qu'il ne peut pas avouer. Ma mère raconte à tout le monde que je suis devenu distant. Ce qui est l'un d'eux. Ces euphémismes familiaux exquis, signifiant « impossible à contrôler ». Et Derek. Derek m'a envoyé un tout dernier email depuis une nouvelle adresse. Après que j'ai tout bloqué. Tu regretteras d'avoir choisi des inconnus plutôt que ta propre famille. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé, parce que cela aussi, c'était l'ancien langage. Léna n'est pas une inconnue. Mes collègues ne sont pas des inconnus. Les amis qui sont apparus lorsque j'ai arrêté de jouer les hommes utiles ne sont pas des inconnus. Les gens qui m'apprécient sans envoyer de facture ne sont pas des inconnus. Le sang n'est pas toujours ce qu'il y a de plus proche. Parfois, c'est juste ce qu'il y a eu en premier. Ce soir, alors que j'écris ces lignes, la ville derrière mes fenêtres est lumineuse et agitée. Dans 3 heures, je serai de retour au studio, de la poudre sur le front, mes fiches sous la main, parlant calmement à des millions de foyers. Les gens me disent toujours que j'ai une voix rassurante. Ils disent que je rends le chaos surmontable. Peut-être que cela vient de mon enfance. Peut-être que cela vient du fait d'avoir appris très jeune que quelqu'un devait rester stable, pendant que les autres transformaient l'amour en un moyen de pression. Mais voici ce que je sais désormais, ce que ce dîner a fini par graver comme une certitude, je ne suis jamais venu sur cette terre pour financer les désirs des autres. Je n'ai jamais été obligé d'acheter ma place dans une famille qui ne m'accueillait que lorsque je payais le droit d'entrée. Et au moment où je me suis levé de cette table, où j'ai payé uniquement ce qui m'appartenait, et où je suis parti sous les lumières du restaurant, je n'ai pas perdu ma famille.
J'ai perdu mon rôle dans leur dysfonctionnement. Il y a une différence. Une immense différence. Pendant des années, j'ai pensé que la liberté ressemblerait à une vengeance, à un discours théâtral, à une humiliation publique, ou à un rétablissement parfait de l'équilibre. Ce ne fut pas le cas. La liberté ressemblait à un porte-addition noir, déposé devant la mauvaise personne. À 22h47, la liberté, c'était moi en train de me resservir de l'eau, d'une main ferme. La liberté, c'était de dire non une fois, pleinement, clairement, sans excuse, et de découvrir que ma vie ne s'effondrait pas quand j'arrêtais de soutenir la leur. Ce fut le vrai choc, non pas qu'il soit en colère, mais que je sois enfin en paix avec cela. Et s'il y a une morale à tout cela, ce n'est pas que l'argent révèle le caractère, c'est que ce sont les limites qui le révèlent. Ce n'est pas l'addition qui a gâché cette soirée, c'est leur sentiment que tout leur était dû. Mon refus a simplement rallumé la lumière, et je ne la baisserai plus jamais.